Bonjour, bienvenue au jeudi de la FEPE pour ce premier webinar que j'inaugure avec la crise bien entendu du Covid-19 et le positionnement de l'ISRRT. L'ISRRT est l'Association mondiale des manips, je vais vous en dire deux mots. Elle a été créée suite à un congrès de radiologie en 1959 à Munich, où des manips ont décidé de créer une association comme il y avait pour les radiologues, et ils se sont retrouvés en 1962 à Montréal pour créer cette première association. Le dirigeant en était Mrs. Dick Van Dyck, qu'on en voit en bas à gauche des Pays-Bas, et M. Hutchinson en tant que secrétaire général. Donc voici le groupe des premiers manips qui ont créé cette association mondiale, qui bien entendu était difficile de communiquer, bien entendu, sans fax, sans email, et bien entendu simplement par téléphone ou par courrier. Donc on voit en 62 les 15 pays qui sont mis dans cette association. La France n'y était pas encore, et il y avait environ 22 000 membres, et voilà la belle histoire de ISRT a commencé, et maintenant nous avons représentant 500 000 manipulateurs dans le monde, avec 92 associations représentant 86 pays. On voit que l'ISRRT a des vues et des obligations en matière de qualité de patients, mais surtout dans d'autres, qui est la formation, puisque nous organisons beaucoup de ce qu'on appelle des workshops, des ateliers de formation, et avec nos collègues d'Afrique ou en Asie ou en Amérique centrale. Tout ceci se fait bien entendu avec des fonds issus des cotisations et bien entendu avec de la recherche pour nos pays. L'ISRRT est en relation, était une organisation non gouvernementale et qui est membre de l'OMS, WHO comme on dit en anglais, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et aussi de l'International Labour Organization, donc l'organisation du travail, pour lequel nous avons milité pour ce que les manipulateurs soient reçus au même niveau que les infirmières, puisqu'il y avait une injustice de ce côté-là, et tout ceci est en passe d'être résolu. Il faut savoir que les grilles indiciaires, les grilles de salaire dépendent de cette organisation internationale du travail qui délimite les fonctions de chaque participant, de chaque profession. Et puis avec d'autres associations comme l'ERCA. Voilà le Board of Management, la directrice du board est aux États-Unis, elle s'appelle Donna Newman. Le directeur exécutif ici, qui est payé, le seul qui est payé et indépendant. Moi, je suis le numéro 2, le trésorier. On a des représentants pour chaque partie du monde, comme l'Asie-Australie, ici avec Napapong Napong, avec mon collègue Terriel qui s'occupe de toute l'Amérique. On a quelqu'un qui s'occupe de toute l'Europe, Akon, qui est de Norvège, et puis de l'Afrique, Boniface Yao, un directeur de la formation qui est en Thaïlande, et puis un directeur des pratiques professionnelles qui est en Angleterre, et un directeur de la communication que vous connaissez sans doute, Alain Crompe, qui est l'ancien directeur exécutif de l'Ordre du Québec. Alors, bien entendu, dès la mise en place du Covid, l'OMS a su tout de suite savoir quelles étaient les professions qui allaient être considérées et concernées surtout par cette pandémie. Et tout de suite, elle a contacté les manips. Elle leur a dit, il nous faut mettre en place, si vous voulez, des procédures pour que les manips du monde entier sachent quoi faire vis-à-vis du Covid-19 dans leur service. Alors, bien entendu, grâce à notre réseau international, eh bien, nous avons pu contacter les différents pays du monde les plus gros et notamment avec nos collègues chinois et d'Asie pour savoir ce qu'il fallait faire pour prévenir les autres. Un premier webinaire a été fait sur le scanner, puisqu'on a vu tout de suite que le scanner allait être concerné par cette pandémie, et notamment les manips travaillant en scanner, qui a été fait par notre directeur de Europe qui est en Grèce. Après, voilà, donc ce qui a été déterminé, grâce à ces petites photos venant de différents pays du monde, c'est ce que les manips étaient en train de faire dans différentes parties, aussi bien en radiologie, en écho, parce qu'il y a beaucoup de pays où les manips travaillent en écho, en radiothérapie, voire même en médecine nucléaire. Donc ce guide très simple ici a été fait sur la page d'un poster qui se retrouve sur le site de l'ISRT, www.isrt.org, et vous pouvez aussi
le retrouver par rapport à un document qui lui a été donc publié en avril. Vous voyez, très rapidement, en quelques semaines, l'ISRT a travaillé là-dessus pour offrir à tous les manipulateurs qui le souhaitaient ce document. Ça a été diffusé via les réseaux sociaux, bien entendu, et donc il y a eu des formations qui ont été faites directement ici, hein, sur notre site web pour les manips du monde entier, puisqu'on ne savait pas à l'époque si la pandémie allait, on savait qu'elle allait venir en Europe et tout ça, mais on avait beaucoup d'inquiétudes pour l'Afrique notamment, et on voulait que les personnes soient prévenues de ce qu'il fallait faire. Voilà donc ce guide de la pandémie disponible sur le site internet qui résume simplement ce qu'il faut faire lorsqu'on utilise un scanner, lorsqu'on travaille en radiologie, et voire même en radiothérapie et dans les autres secteurs. Alors, parallèlement, on a l'habitude d'organiser des congrès, l'ISRRT, et il y a un congrès en Asie qui a lieu tous les ans pour les pays d'Asie, et pour la première fois, eh bien, ils ne pouvaient pas organiser ce congrès. Donc les Asiatiques, comme vous savez, sont très férus de technologie, et ils ont décidé d'organiser leur premier congrès virtuel, donc entre le Vietnam, les Philippines, Myanmar, Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, Japon et Macao. Vous me direz, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la Chine? Donc la Chine n'est pas membre de l'ISRT parce qu'elle ne reconnaît pas ni Hong Kong, ni Macao, ni Taïwan qui sont des membres de l'ISRT, donc c'est un problème politique qu'on essaye de résoudre, mais les Chinois étaient bien entendu à l'écoute de ce premier congrès qui a eu lieu au mois de mai 2020. Très fort succès. On voit mon collègue président ici du Vietnam, de l'association du Vietnam, que j'ai eu l'honneur d'aider à créer après de nombreuses années. Et donc, on les a vus tout de suite qu'ils pouvaient organiser ce webinaire. l'ISRRT, qui est une vieille association, a su très rapidement se métamorphoser en utilisant le webinar. Voilà, donc après, par la suite, donc comme je vous l'ai dit, on avait organisé un webinar sur le scanner, et on a décidé d'en faire très rapidement sur ce sujet et sur d'autres sujets, puisque la technique plaisait. L'un des premiers qu'on a eu en mois de mai, 31 mai, sur le rôle des manips pendant l'épidémie de Covid, a été diffusé sur Facebook. Et là, on a eu jusqu'à 26 000 connexions. Ils représentaient des gens des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon, de la Côte d'Ivoire et de la Norvège. Voilà, donc immédiatement, ces webinars, on a décidé de les enclencher très rapidement, surtout grâce à nos collègues d'Asie et de Thaïlande qui ont su les mettre en œuvre de façon très intéressante et surtout très facile. Donc là, on a fait un autre, le deuxième, sur les organisations professionnelles, donc l'Angleterre, le Canada, Singapour et les États-Unis, sur ce qu'ont fait les organisations professionnelles, comme la FFPE l'a fait très rapidement sur ce Covid. Et qu'est-ce qu'on avait pu mettre en place? Moi, j'ai participé au troisième, qui a eu lieu au mois de fin juin, avec mes collègues donc des Philippines, de Trinidad et Tobago, d'Afrique du Sud, et puis comme panélistes, c'est-à-dire organisateurs, l'Afrique du Sud et l'Angleterre, sur est-ce que nous sommes vraiment en ligne de front, les manips, pour cette épidémie de Covid. Et bien entendu, c'était vrai, mais il fallait en parler et voir un peu dans tous les pays du monde comment ça se passait. On voit que c'était quand même assez proche tout ce qui se passait dans les différents pays. Tout en sachant que l'Asie avait complètement fermé ses frontières pour très rapidement lutter contre la pandémie. C'est effectivement un gage de succès qu'ils ont eu. On voit par exemple en Thaïlande, il y a eu très peu de cas, malgré les conséquences sur le tourisme. Le quatrième était avec les Américains, le Nigeria et puis Taïwan et mon collègue de Norvège sur le contrôle qualité des équipements. On commençait un petit peu à dévier par rapport au Covid, puisqu'on s'est pris au jeu de cette vraiment utilité pour une association internationale de communiquer avec ses membres via le Facebook
Voilà, donc au mois d'août, un autre sur l'enseignement, donc les formateurs, comment est-ce qu'ils ont géré cette épidémie de Covid. On a vu en France qu'il y a eu des étudiants qui sont allés en renfort, donc voilà comment ça s'est passé en Thaïlande, en Indonésie, en Canada, en Afrique du Sud et en Angleterre. Donc bien entendu diffusé sur Facebook avec un retentissement très important. Un autre après sur la dose, on a profité pour aller être un petit peu plus technique, mais surtout, et comme vous le voyez en bas, parce que on pouvait donner des certificats de participation. Ces certificats de participation donnent des crédits, puisque dans beaucoup de pays du monde, la formation est obligatoire, il faut valider un certain nombre de crédits tous les ans. Donc les gens sont, comme il n'y avait pas de congrès, ils sont à l'affût et bien entendu de webinars ou de ce choses-là qui leur permettent de valider leur crédit. En Europe, ça existe en Italie, ça existe en Belgique. On est obligé d'avoir des crédits de formation chaque année. J'espère qu'en France, on pourra le faire, c'est-à-dire que ce webinar vous donnerait des crédits pour valider votre formation obligatoire chaque année. En France, nous n'avons que des formations obligatoires en sécurité incendie et en radioprotection. Le 7e épisode donc a eu lieu un dimanche. On avait l'habitude d'organiser le dimanche, c'est plus facile pour nous, et puis surtout trouver l'heure qui puisse convenir à tous les fuseaux horaires du monde, avec donc Trinidad, Norvège, Hong Kong, l'Afrique du Sud encore, sur la radioprotection. Celui-ci sur l'IRM, on a profité avec nos collègues du Danemark qui ont voulu organiser quelque chose sur les RM, candidats eux à l'organisation du congrès mondial de 2024. Maintenant la réponse a été faite par le board de l'ISRT, ce sont eux qui organiseront le congrès mondial des manips en 2024, donc au Danemark. Par la suite, alors un webinaire extrêmement important, puisque nous avons eu un invité qui est la docteure Maria del Rosario Pérez, qui est de l'OMS, qui a tenu à participer sur ce webinaire sur le rôle des manips lors de la journée des Safety Day pour les patients. Donc c'est une journée de la sécurité des patients sur lequel on souhaitait, on a invité la représentante de l'OMS pour discuter du rôle des manips, sur leur rôle à la fois technique, mais surtout sur leur rôle soignant, sur que l'on revendique dans le monde entier, et qui n'est pas l'exclusivité d'autres professions. Et puis un autre qui a eu lieu donc au mois d'octobre, sur la sécurité en IRM, avec nos collègues d'Australie. Vous voyez, on essaye de changer de pays, du Zimbabwe, sur le Canada aussi et l'Angleterre, sur le rôle en sécurité en IRM, et bien entendu c'était aussi managé par nos collègues de Thaïlande qui ont vraiment l'habitude de faire ça. Bien entendu, vous savez, le Journée internationale de radiologie qui est le 8 novembre, je tiens à vous rappeler que c'est l'ISRRT qui a lancé cette idée il y a une quarantaine d'années environ, ça a été repris un petit peu par tout le monde, et donc l'ISRRT, chaque année, fête la journée du 8 novembre, comme il se doit, et bien entendu, diffusion sur Facebook avec l'Angleterre, le Japon, l'Afrique du Sud et la Norvège, avec un fuseau horaire qui pouvait convenir à tout le monde. Bien entendu, tous ces webinars, il est possible de les revoir sur Facebook si vous ne les avez pas vus. Un autre a été fait avec le Japon le 1er novembre, avec l'avènement de la nomination du nouveau président de l'association japonaise, que l'on salue. Les Japonais sont des grands membres de l'ISRT depuis très longtemps, et c'est une association extrêmement efficace et active au Japon. J'ai pu y aller et les rencontrer plusieurs fois, et on a effectivement une association extrêmement volontaire et qui défend la profession de façon incroyable. Donc là c'était sur l'intelligence artificielle ou le rôle du manip. On aura sans doute des webinars en France là-dessus pour savoir quel va être le rôle du manip dans l'intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important.
Un autre a lieu le 29 novembre sur, et bien entendu, encore l'épidémie de Covid avec nos collègues de Guyane, Guyane hollandaise, pas Guyane française, du Danemark, de l'Inde qui vient nous rejoindre, de la Malaisie, du Canada et de la Tanzanie. Donc le 29 novembre, ce sera sans doute l'un des derniers de l'année et diffusé sur Facebook. Voilà, donc le rôle d'ISRRT était très important puisqu'il a été en relation avec l'OMS dès le début, ce qui nous fait plaisir parce qu'on a vu que notre profession est vraiment reconnue et on le savait depuis longtemps au niveau de l'OMS, mais d'avoir été contacté aussi rapidement, ça prouve l'importance que l'on a et on l'a vu lors de cette épidémie et dans le futur, tout le monde a été concerné sur les précautions d'hygiène, bien entendu. Malheureusement, on a eu des manips qui sont décédés. J'ai appris malheureusement que la semaine dernière, une manip en Grèce de 49 ans est décédée. Il y en a eu en Tunisie, et il y en a eu en Inde et d'autres pays, en Asie aussi. Malheureusement, ils font partie du lot. Nous avons notre congrès annuel, biannuel qui devait avoir lieu au mois d'août 2020 et qui malheureusement a été reporté en août 2021. Ça aura lieu à Dublin en Irlande dans la deuxième quinzaine d'août. J'espère que vous pourrez tous y venir parce que c'est vraiment chouette de se retrouver avec des manips du monde entier. L'Irlande, ce n'est pas loin, ce n'est pas trop cher pour y aller. Bien entendu, c'est pendant une période de vacances, donc pourquoi pas adjoindre un petit peu de vacances. Puis j'espère surtout qu'en 2021, les webinaires auront lieu, mais surtout qu'on pourra se retrouver lors des congrès de la FPPE et lors des congrès de l'ISRRT. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de l'AFPPE. On m'a demandé de revenir vers vous par rapport à l'évolution des différents textes législatifs que nous avons portés à travers les deux mandats pour lesquels il m'était confié d'animer l'équipe de l'AFPPE.
Alors, la première évolution de texte pour lequel nous sommes mobilisés sur les 2 derniers mandats était celui de la formation, la refonte de la formation et la reconnaissance au format universitaire de la formation des manipulateurs. Donc, c'est un travail qu'on avait initié avec le comité d'harmonisation dès 2008 et qui a vu son aboutissement au mois de janvier 2012 par la publication de l'arrêté portant réforme du diplôme d'État. Et au mois d'août, on a vu la publication de l'arrêté pour la partie DTS, donc, ce qui permettait d'avoir un référentiel de formation unique pour DE et DTS qui s'appliquait donc dans les 2 structures et qui mettait un cadre universitaire à la formation des manipulateurs. Suite à cela, et ça n'a pas été suffisamment vite à notre goût, mais nous y sommes arrivés, on a réussi à faire reconnaître le grade de licence au DE et au DTS par rapport à cette refonte de la formation et ce découpage au standard universitaire. Le fait d'avoir retoiletté la formation initiale nous a amené à reposer la problématique des textes législatifs qui régissent l'exercice professionnel, et notamment le chapeau législatif qui prévoyait avant 2016 que tous les actes qu'exerçaient les manipulateurs radio devaient se faire sous la surveillance directe d'un médecin en mesure d'intervenir immédiatement. Bon, on le sait tous, c'était obsolète. Donc, à travers les travaux de réingénierie, puis ce travail sur l'exercice professionnel, ça nous a permis de porter en collaboration avec les sociétés savantes médicales une refonte du chapeau législatif qui a vu en fait apparaître à travers l'article 208 de la loi de modernisation du système de santé en 2016 un nouveau chapeau législatif qui prévoit une responsabilité médicale de la pratique sans détailler dans le chapeau législatif les conditions d'exercice. Ça nous a amené à travailler derrière le décret d'acte qui est apparu en mois de décembre 2016 et qui permet non pas de lister comme une liste à l'après-vert les activités qu'a le droit de faire un manipulateur, mais plutôt les conditions d'exercice professionnel, à savoir ce que les manipulateurs ont le droit de faire sans la présence d'un médecin, les activités à condition qu'un médecin puisse intervenir et les activités en présence du médecin. Les activités en présence du médecin étant aujourd'hui uniquement celles pour lesquelles c'est le médecin qui fait l'acte interventionnel, les épreuves d'effort, et pour lesquelles le manipulateur est plutôt dans un rôle d'aide opératoire. Et c'était normalement toutes les activités antérieurement étaient couvertes sous ce régime d'exercice, ce qui était totalement obsolète. Donc ça nous donne les bases à une reconnaissance d'une certaine autonomie de la pratique professionnelle. En mois d'août 2017, et encore une fois, le calendrier a été trop long à notre goût, on a vu apparaître la grille de catégorie A qui reconnaissait le fait que les manipulateurs exercent à partir d'une formation reconnue au niveau de grade de licence et qui permet dans la fonction publique hospitalière une grille de rémunération au niveau catégorie A. Alors, bien que relativement faible, l'augmentation par échelon effectivement n'est pas significative pour bien des professionnels, mais quand on regarde sur l'ensemble d'une carrière, entre un professionnel qui faisait toute une carrière en catégorie B et un professionnel qui ferait aujourd'hui toute une carrière en catégorie A, ça correspond quand même à pas loin de 90 000 € de plus sur la carrière. Donc c'est insuffisant, mais c'était nécessaire à minima que les manipes puissent bénéficier de cette revalorisation. On espère que le Ségur permettra de compenser encore une partie du retard qu'ont pris les professionnels en France par rapport à d'autres pays. En 2019, suite à la mobilisation de bon nombre de professionnels et la contestation à travers les mouvements de grève qui ont vu jour, relayés par l'association, en fin d'année, on a vu apparaître et faire en sorte que les manips soient éligibles à la prime dite butin, la prime des urgences, pour lesquelles, quand elle est sortie au mois de juillet, personne n'a compris pourquoi les infirmières et les aides-soignantes avaient été éligibles à une prime sans que les manips qui sont de l'autre côté du couloir à prendre en charge les mêmes patients puissent en bénéficier. Donc cette injustice a quand même mis le feu aux poudres de la contestation et notamment de notre revendication de reconnaissance au niveau d'une profession de soignante de soins, au même titre que nos collègues infirmières ou aides-soignantes. Donc ça, c'est un débat qui est toujours en cours. On espère qu'on a essayé de porter ce débat auprès de la mission IGAS. On espère que notre discours sera entendu et que la profession sera remise dans la case dans laquelle elle doit être
positionnée, à savoir une position soignante, parce que sans patient, on ne fait pas de prise en charge. Enfin, en 2020, après une initiative prise par l'AFPPE et le comité d'harmonisation, on a vu apparaître par l'arrêté du 20 mai 2020 la création et la reconnaissance officielle du Conseil national professionnel des manipulateurs radio, qui est censé être l'instance officielle reconnue par l'État pour représenter la profession manip. Historiquement, c'est l'AFPPE et le comité d'harmonisation qui jouaient ce rôle, sans être forcément totalement reconnus pour cela. À travers des textes législatifs, le gouvernement a souhaité avoir des interlocuteurs unis par profession et la mise en place des conseils nationaux professionnels. C'est pour ça que immédiatement l'AFPPE, avec l'AFTMN, l'APT et le comité d'harmonisation ont créé le CNPMM pour être les représentants officiels de la profession. Donc l'ensemble de ces textes législatifs ont permis de remettre à jour la formation professionnelle, l'exercice professionnel, qui sont les bases essentielles pour porter demain l'évolution de la profession à travers des pratiques avancées et des métiers de spécialisation tels que la dosimétrie. Donc il faut qu'on continue à porter cette dynamique professionnelle. Et on souhaite pouvoir accompagner nos collègues du nouveau bureau, à savoir Christophe, notre nouveau trésorier, Stéphanie, notre nouvelle présidente, Mathieu, notre nouveau président, et Sandrine, la secrétaire générale, qui ont repris le flambeau de la FPPE et pour lequel nous allons accompagner et nous souhaitons votre soutien bien évidemment parce qu'il y a encore énormément de dossiers à porter. Merci pour votre La FPPE est une association vieille de plus de 70 ans qui regroupe des manipulateurs de toute la France. Tout le monde peut adhérer à cette association, quel qu'il soit, cadre, étudiant, manipulateur. Nous nous retrouvons tous autour d'un principe, développer la profession de manipulateur et la faire connaître. En adhérant, vous bénéficiez de la revue Le Manipulateur, mais également d'informations importantes par rapport à notre profession. Vous bénéficiez également de réductions sur nos différentes manifestations que nous espérons nombreuses en 2021. Depuis 3 ans, la FPPE et la MACSF se sont associées pour offrir une garantie assurantielle aux adhérents. La responsabilité civile professionnelle garantit les dommages causés aux patients survenant dans le cadre de votre activité de prévention, de diagnostic ou de soins. La protection juridique vous protège dans les litiges relatifs à votre vie professionnelle, droit du travail, droit hospitalier, déontologie. Des conseillers sont disponibles pour répondre aux questions des adhérents de la FPPE lors d'une problématique survenue avec un patient ou avec son employeur. Nous vous encourageons à nous rejoindre pour participer au développement de votre profession, bénéficier des informations grâce à la revue et bénéficier d'une protection assurantielle grâce à la MACSF. Toutes les informations sont sur le site new.afppe.com. À bientôt! J'ai été manipulateur puis cadre en radiothérapie et je suis responsable de la commission radiothérapie de la FPPE. La commission radiothérapie est composée de 12 membres, manipulateurs ou cadres, dans un service de radiothérapie de France. La FPPE est régulièrement sollicitée par les instances nationales pour avis ou demande de participation à des groupes de travail. Au niveau de l'autorité de sûreté nucléaire, nous participons à un groupe de travail qui a été créé en 2009 et qui a pour objectif d'élaborer le bulletin de la sécurité des patients en s'appuyant sur les déclarations faites par les centres à l'ASN. 27 réunions ont permis de publier 14 bulletins sur un thème récurrent. Lorsqu'un événement déclaré à l'ASN est suffisamment évocateur d'un risque potentiellement grave, il peut faire l'objet d'un traitement particulier par le biais d'une fiche REX. 5 ont été édités à ce jour. Tous ces documents sont adressés aux directions de chaque centre. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'en avez pas eu connaissance.
Un autre groupe de travail, dont les travaux sont en cours, répond à une demande de l'ASN auprès de l'IRSN afin d'élaborer un cahier des charges destiné aux centres qui souhaitent changer ou acquérir un nouvel équipement. D'autre part, partenaire de longue date auprès de la SFRO, la FPPE est présente également dans la formation à la radioprotection des patients, après avoir élaboré en commun avec l'AFQSR pour les qualiticiens et la SFPM pour les physiciens le programme de formation qui a été validé par l'ASN. Enfin, un vaste chantier avec les mêmes acteurs nous a permis de prévoir les différents éléments qui permettront la mise en place prochaine d'un audit par les pairs. Les aspects formation ne sont pas négligés puisque la commission radiothérapie organise chaque année 2 moments forts, la session paramédicale du congrès de la SFRO et notre journée nationale qui est dédiée aux manipulateurs et cadres exerçant en radiothérapie. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la FPPE, onglet Formation. Depuis peu a été créé le Conseil national professionnel des manipulateurs d'électroradiologie. C'est une nouvelle association, loi 1901, régie par décret. Ce CNPMEM regroupe toutes les associations représentatives des manipulateurs et devient l'interlocuteur privilégié auprès des tutelles ministérielles. Je représente la radiothérapie au sein de ce conseil. Vous pouvez bien entendu contacter le siège de la FPPE ou moi-même par mail. À vous présenter aujourd'hui la commission des relations internationales de la FPPE, dont je suis le responsable. Et cette commission est composée aussi de Benjamin Thieria, ici, qui est le Council Member ISRRT et EFRS, dont je vous reparlerai un petit peu plus bas. Et puis de nos collègues Dominique Zéroux, Jocelyne Nogazigo et Claudine Tigui-Doubé, qui sont des membres participatifs à tout ce que nous organisons en termes de formation, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Les objectifs de notre commission sont de créer et maintenir des relations avec les associations de manipulateurs du monde entier et de répondre aux interrogations des manipulateurs, médecins, instances au sujet des problématiques internationales de la profession. Notamment, on reçoit beaucoup de courriers, de mails, etc. Pour répondre bien aux personnes qui souhaitent aller travailler dans un autre pays ou venir travailler dans notre pays, par exemple. Et puis, bien entendu, on participe aux événements internationaux relatifs à la profession en fonction de notre calendrier et bien entendu du budget, puisque cela peut coûter un peu d'argent. Voilà, donc nous avons depuis 1997, grâce à Dominique Zéroux au début, qui était la première représentante de l'association en tant que responsable des relations internationales et à qui j'ai succédé. En 97, on a commencé au Cameroun avec très peu de moyens, à organiser des formations en Afrique, puis on a fait ça tous les 2 ans, voire tous les ans, comme ici au Burkina Faso, et tout ça a perduré jusqu'à maintenant, et c'est un moment pour nous, puisque on a fait participer même nos collègues du Québec à Abidjan en 2000 pour faire de l'échographie à l'époque, ce qui était tout nouveau, et ce qui a permis de faire évoluer l'échographie pour les manips, notamment en brousse en Afrique. Aussi, nous avons permis à des étudiants d'aller en stage dans certains pays d'Afrique comme le Cameroun, le Burkina Faso, où ils ont été très bien accueillis, où ils ont vu comment on fonctionnait avec des appareils de base. Là, c'était un scanner, c'était un peu exceptionnel, mais qui ont vraiment de très bons souvenirs et c'était extrêmement intéressant. Malheureusement, maintenant, depuis la situation politique, c'est un petit peu plus difficile. Alors nos congrès qu'on organise en Afrique, nos ateliers de formation, mais en Dakar en 2018 était le dernier. Il devait y en avoir un en 2020 au Cameroun, mais il est reporté en 2021. Et puis là, une photo du Vietnam, où nous sommes allés depuis 99 et surtout aider à créer une association de manip qui est maintenant très très forte et qui n'a plus besoin de nous, à part de nous rencontrer, nous espérons de temps en temps lors des congrès mondiaux. Voilà, mais sur le Vietnam, on est vraiment très fiers de ce qu'on a pu faire en collaboration avec eux. Alors la FPPE est aussi membre de l'EFRS, elle a été membre fondateur de cette association européenne en 2007, et puis qui était vraiment nécessaire. Avant, il y avait une branche de l'ISRRT qui était de l'EFRS, qui était une branche européenne, et on a créé une association complètement indépendante qui est en relation avec les instances européennes en matière de radioprotection, de sécurité en IRM, de formation, voilà, avec les accords de Bologne par exemple, les transpositions de directives.
Donc on participe chaque année à la réunion annuelle de l'EFRS qui a lieu en novembre. Cette année, elle a été bien entendu reportée. Et puis il y a une branche de formation qui s'appelle Educational Wing, qui représente toutes les universités et les écoles de manip dans toute l'Europe. Il y a 1 ou 2 écoles de France qui en font partie. Et tous les ans, ils ont une réunion à l'ECR de Vienne pour parler des problématiques de l'enseignement. La FPPE est membre de la grande association mondiale ISRRT, dont je suis le trésorier, donc numéro 2, et qui a été créée en 1962 et qui correspond donc à 92 associations qui représentent 86 pays et représentent 500 000 manipulateurs. Elle est en relation avec l'OMS, l'AIEA et des grandes organisations comme l'ILO, l'International Labour Organization. Bien entendu, ses buts sont la qualité, la formation, la radioprotection, l'aide à la constitution d'associations et les soins aux patients. Sur l'aide à la constitution d'associations, on les a aidés, bien entendu, je vous ai expliqué pour le Vietnam, mais notamment pour Haïti, notamment pour la Palestine, notamment pour bien d'autres associations des pays du Maghreb, nos collègues, et on a aidé effectivement à joindre la grande famille ISRRT qui possède donc un réseau très très important qui a été extrêmement utile lors du Covid. Voilà, les congrès de l'ISRRT ont lieu tous les 2 ans. Malheureusement, en Dublin en 2020 est reporté en 2021. J'espère qu'il pourra avoir lieu et que vous pourriez y être. Après, on sera en Thaïlande en 2022 et au Danemark en 2024, si tout va bien. Bien entendu, l'ISRRT organise des ateliers auxquels nous participons, notamment en Afrique, puisque les ateliers que nous faisons, ils sont à la fois ISRRT et AFPPE, et puis en Asie, en Amérique centrale. Voilà, je vous remercie de votre attention, et donc la commission de relations internationales, commission active, qui bien entendu fait appel à tous ceux qui sont intéressés pour y participer, et bien entendu. Je vous remercie.